Bonjour et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui change les codes du travail et qui veut en finir avec la routine métro boulot dodo. Dans ce podcast dédié au travail, on parlera efficacité, relations au travail, bien-être, mais aussi vision du travail de demain. Je m'appelle Marline et je vous aide à booster votre efficacité sans vous épuiser. J'espère que vous êtes en forme parce que c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, bienvenue sur le My Eco Talks du mois. Qui dit My Eco Talks dit que je ne suis plus toute seule au micro du podcast. Et aujourd'hui, j'ai avec moi Dounia Xorniak, qui est Deputy CPO chez EVS. Petit moment de doute, je l'ai regardé pour voir si je prononçais bien son titre. Bonjour Dounia. Bonjour Marline. Alors je te propose, avant de démarrer cet épisode et de rentrer dans le vif du sujet avec un petit peu ta mission et ta vision chez EVS, quelques questions, tu réponds du tac au tac. Ok. Un mot qui te définit dans ton travail. La passion, sans aucun doute. J'adore. La chanson qui représente le mieux ton quotidien au travail. Alors ça, c'est difficile parce que mon quotidien, j'ai pas vraiment de quotidien. Mais il y a une chanson que j'aime bien écouter qui s'appelle Ma place de Rory et qui m'aide à combattre mon syndrome de l'imposteur. Ok, intéressant. Je la mettrai en description de cet épisode pour que les gens y l'écoutent. Est-ce que tu es plutôt team vacances en juillet, en août ou en septembre? Ou les trois? Plutôt en juillet. Après, moi, mes vacances que je rate pour rien au monde, c'est Noël. Ok, ouais, bah, on l'aime bien. Le sapin, l'ambiance de Noël, tout ça. Tout à fait. Et la dernière petite question, le meilleur conseil pro qu'on t'a donné dans ta carrière? Qu'on me donne encore régulièrement et auquel je pense tous les jours. Que ferais-tu si tu n'avais pas peur? J'adore. Et du coup, tu arrives à répondre à cette question? Très souvent, ça m'aide à appuyer sur le clic de ma souris quand j'ose pas envoyer un mail ou aller trouver des gens avec qui j'ai peut-être pas envie d'avoir une discussion à ce moment-là, mais je repense à ça et je me dis qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur? Je le ferais. Trop bien. Donc toi, Dounia, tu as fait HEC, si je ne me trompe, comme étude. C'est un peu le monde des chiffres, des stats, et puis tu es arrivée dans les RH. Donc comment on passe de HEC à RH? Alors, comment on passe de HEC à RH, je ne sais pas. Comment mais comment moi, je suis passée de HEC à RH, vraiment par hasard. Donc, en fait, moi, quand j'ai commencé ma carrière, j'ai commencé chez Securex dans un secrétariat social. Okay. Plutôt parce qu'en fait, je me débrouillais en allemand puisque j'avais fait mon Erasmus en allemand et que c'était pour le siège à Eupen, qu'il fallait une personne qui sache parler allemand. Et puis, c'était aussi quand même des chiffres. C'était les calculs de paye, calculs de salaire. Donc, ça me parlait bien. Quand on m'a proposé ça, moi, j'ai décidé d'accepter. Et je suis restée 2 ans chez Securex à faire la paye dans le secrétariat social, ce qui est top. Une super école pour apprendre, pour vraiment démarrer dans le monde des RH, voir pas mal de choses différentes, d'entreprises différentes. Et puis après 2 ans, j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour. Puis surtout, j'étais pas très douée, faut le reconnaître, parce que pour faire la paye, il faut vraiment être discipliné, être très rigoureux. Okay. J'ai des collègues qui font la paye ici chez EVS et qui sont incroyablement bons. Mais moi, c'est pas ma force. Par exemple, on utilise chez EVS, ce qu'on appelle le modèle de Clifton. Et donc, on regarde quelles sont les forces des gens ou ce que eux appellent les talents, en fait, et considère qu'il y a 34 talents. Et qu'on sera vraiment, vraiment doué et vraiment excellent dans notre travail que si on utilise ce qui est nos talents au quotidien. Et donc, moi, quand j'ai fait ce test Clifton, j'ai compris pourquoi j'aurais jamais pu exceller dans la paye, parce qu'en fait, le talent que eux appellent discipline, peut s'apparenter à la rigueur, c'est mon 34e. Okay. Donc là, je me suis dit, ok, j'ai bien fait d'avoir changé à l'époque quand j'ai fait ça. Mais donc, oui, après 2 ans, j'avais l'impression d'avoir fait le tour et je sentais bien que la suite se passerait pas là-bas et pas dans ce secteur-là. Et donc, j'ai commencé à regarder ailleurs et je suis arrivée chez EVS, puisque j'ai vu une offre d'emploi chez EVS, j'ai postulé et puis ça fait 10 ans. Oui, c'est ça, j'allais dire, et puis tu y es restée. J'y suis restée. Et tu as évolué au sein d'EVS, j'imagine, parce que du coup, aujourd'hui, tu es Deputy CPO, tu vas nous expliquer ce que c'est, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est, mais j'imagine aussi que ta carrière en 10 ans, elle a évolué ici. Oui, tout à fait. J'ai justement fait le compte de ce que ça voulait dire 10 ans chez EVS la semaine passée, puisque j'ai fêté mes 10 ans. Ah bah, bon anniversaire. Merci. Et du coup, j'ai réalisé que j'avais eu 3 titres différents, mais en vrai, je pense que j'ai eu au moins une dizaine de rôles et de missions différentes au cours des 10 années. Et donc, quand je suis arrivée chez EVS, la raison pour laquelle j'étais engagée, c'était vraiment de faire
mettre en place une stratégie de rémunération, travailler sur tout ce qui est campaign reward, et puis soutenir aussi un soutien administratif de nouveau à la paye dans les offices, donc à l'international. Ça, c'était la raison pour laquelle j'étais engagée. Puis petit à petit, j'ai pris d'autres responsabilités, donc tous les aspects performance management, gestion des talents, gestion du développement des gens, etc. Donc ça s'est fait petit à petit jusqu'à ce que je sois officiellement nommée Organizational Design Manager. Donc l'objectif, la raison d'être de ce job, c'était vraiment de s'assurer que la façon dont était designé EVS en termes de personnes faisait du sens, était en lien avec la stratégie d'EVS. Et puis, depuis, je ne sais pas trop, j'ai peur de me tromper, je dirais 3-4 ans, je suis maintenant Deputy Chief People Officer. Donc, en gros, je suis le bras droit de notre Chief People Officer. Et donc, mon rôle au quotidien, c'est de m'assurer que la stratégie RH qu'on met en place chez EVS soutient la stratégie de l'entreprise, soutient le business, et que donc ce qu'on fait du sens et aide à atteindre notre vision, notre mission. C'est ça. Et justement, tu parles de stratégie. Souvent, quand on a une stratégie business, on a une stratégie avec des chiffres. Et le côté RH, c'est gérer l'humain. Comment on fait pour allier les deux types de stratégies, chiffres versus humain? Ça, c'est ma partie préférée dans mon travail. Moi, j'adore les chiffres. J'ai toujours adoré les chiffres. J'adore les datas. Et en fait, je pense que c'est quelque chose qui manque parfois un peu en RH. Alors, de plus en plus, on voit que ça apparaît, les datas, au sein du monde RH. Mais pour moi, ça me manquait à la base. Et donc, pour moi, c'est super important de combiner les deux. Donc, par exemple, chez EVS, on fait chaque année ce qu'on appelle une engagement survey, donc une enquête d'engagement. Ouais. Que certains pourraient appeler enquête de satisfaction. Je refuse d'appeler ça enquête de satisfaction. Je peux expliquer ça après pourquoi. Mais donc, nous, on appelle ça une enquête d'engagement. Et c'est vraiment quelque chose, c'est une enquête qui nous permet on pose une centaine de questions aux employés. Okay. En fait, très exactement 100 questions. Et parmi ces 100 questions, l'enquête, après, les datas qu'on a derrière, nous permettent d'avoir une vision sur la perception de nos employés, que nous, on appelle team member, donc la perception de nos team members au sein des différents départements, au sein des différents offices, au sein des différentes régions, savoir ce que les hommes ou les femmes pensent, savoir ce que les plus seniors ou les moins seniors pensent. Donc, en fait, on peut vraiment faire quelque chose une analyse, et on fait une analyse très poussée et très détaillée de cette enquête d'engagement. Et ça nous permet, en fait, de pas s'appuyer sur des perceptions. Parce que moi, je pense que c'est très dangereux, l'interprétation. Parfois, on a tendance à supposer les perceptions des gens. On pourrait se dire, par exemple, on rémunère les gens à 150% du marché, et donc en fait tout le monde est content et tout le monde se sent bien payé. Mais ça veut rien dire. C'est pas parce que nous on sait rationnellement qu'on rémunère les gens très bien que les gens se sentent bien payés. À l'inverse, une entreprise pourrait très bien décider de payer les gens à 60% du marché pour une raison X ou Y, parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce que leur culture est différente, parce qu'ils veulent. Il y a plein de raisons de décider d'une stratégie de rémunération, et que les gens aient cette perception d'être payés de façon tout à fait équitable. Et donc, je pense que supposer en RH, c'est vraiment dangereux. Parce qu'une perception, c'est toujours vrai, en fait. On pourrait se dire, non, nous, on sait que la personne, elle est bien payée. Ou bien, si je prends un exemple, imaginons que les femmes chez EVS, c'est pas le cas, mais on pourrait imaginer les femmes chez EVS aient la perception d'être moins bien payées que les hommes. On pourrait se dire, non, en termes de data, on voit qu'elles sont aussi bien payées que les hommes. Mais si elles ont cette perception d'être moins bien payées, c'est ce qui se passe dans leur tête. Et donc, il faut agir là-dessus. Et c'est là où les datas, c'est vraiment important, parce que si on oublie de regarder toute cette partie chiffrée, et si on oublie d'avoir vraiment des analyses qui nous montrent ça, alors on a du mal à pouvoir travailler dessus. Et on pourrait travailler sur quelque chose de faux, finalement, parce qu'on va travailler sur une perception ou sur une impression qui n'est pas du tout le cas en entreprise. Donc, pour toi, c'est important. En fait, la data, elle permet d'aller au-delà de la perception du RH ou du dirigeant, et de prendre en compte justement la perception du collaborateur aussi. Donc, quelque part, tu vas écouter mieux la perception de l'employé grâce à ces données chiffrées. Oui, tout à fait. Et c'est ça qui va nous permettre de construire notre stratégie. Et ça, c'est un exemple parmi des tas d'autres. Mais chez EVS, on fait
quand on a des gens qui s'en vont, on fait des exit interviews, Mhm. on collecte les données. Alors après, on sait dire, on a autant de personnes qui sont parties cette année. Les personnes qui sont parties, c'était plutôt des gens seniors. Et la raison pour laquelle ils sont partis, c'était parce qu'ils voulaient trouver autre chose, par exemple. Ils Mhm. voulaient se développer autrement. Bah ça, c'est clé de savoir ça. Parce que si on sait ça, on se dit, les gens qui sont là depuis 6 à 10 ans, peut-être qu'il faut qu'on fasse quelque chose, qu'on leur propose une Ouais. mobilité. Parce qu'en fait, c'est cette tranche d'âge-là qui a envie de chercher autre chose. Donc voilà, ça, c'est vraiment des exemples qui sont fictifs. Mais c'est grâce à toutes ces datas-là qu'on peut vraiment avoir une vraie stratégie et se dire Mhm. comment est-ce qu'on veut agir par rapport à ce qui se passe. C'est ça. Pour toi, est-ce que ça change, enfin, qu'est-ce que ça changerait d'être dans une entreprise où on n'écoute pas trop les perceptions des gens? Si on n'écoute pas les perceptions des gens, on risque en fait, on va s'épuiser inutilement parce on va travailler pour essayer d'avoir des gens qui sont engagés, qui sont motivés, mais potentiellement, on va agir là où il n'y a pas besoin d'agir. On va agir sur un sujet où on pense qu'il faut agir parce qu'en fait, on peut se dire, OK, ça, on ne le fait pas. Donc, il faut absolument qu'on mette ça en place. Mhm. Sauf que les gens qui sont dans l'entreprise, c'est peut-être pas du tout leur intérêt, c'est pas leur focus, et donc on va s'épuiser inutilement. Et cette enquête que tu n'appelles pas d'enquête de satisfaction, on va revenir sur ça. Du coup, pourquoi est-ce que tu insistes sur le fait que c'est pas une enquête de satisfaction? Parce que ça, je pense que c'est aussi un biais qu'on a dans le monde des RH actuel, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il y a autant de RH qui font des burn-out. C'est parce que très souvent les RH se disent que eux, et c'est normal vu le profil des personnes qui arrivent en RH, souvent c'est des personnes qui aiment les gens, qui aiment l'humain, et donc ils se disent mon rôle c'est de rendre les gens heureux. Et moi c'est une question que je pose souvent quand j'ai des stagiaires. Je leur demande pourquoi tu fais RH, et 90% du temps ils me répondent pour rendre les gens heureux. Du coup, je leur dis, change direct d'orientation. Tu vas t'épuiser, ça ne va pas aller. Parce que je pense que c'est pas le rôle. En fait, c'est juste pas le rôle d'une entreprise de rendre les employés heureux. En fait, c'est pas possible. Si tu travailles, t'as un boulot qui est incroyable dans une entreprise super, mais que t'es en train de divorcer ou que ton enfant est malade, tu vas juste pas être heureux. Ouais. Et c'est pas l'objectif, c'est pas la raison d'être de l'entreprise de rendre les gens heureux. Je pense que vraiment le job, la mission de l'entreprise par rapport à ses employés, c'est de les rendre engagés, donc qu'ils aient une vision, qu'ils aient du sens, qu'ils aient de la cohérence dans leur travail. Ça, c'est critique. Et bien sûr que ça va contribuer au bonheur, en fait. Ouais. S'ils sont engagés, ça va les aider à être heureux. Après, est-ce que derrière, ils sont heureux? Ça, c'est une question très personnelle qui n'appartient qu'à eux et qui dépend d'un tas d'autres facteurs. Mais donc, moi, je suis persuadée que le rôle des RH, c'est de supporter les managers, parce que c'est là aussi qu'il faut pas se tromper. C'est pas le rôle des RH de rendre les gens engagés. Le rôle des RH, c'est de donner les outils, donner la stratégie, la vision et les guidances nécessaires aux différentes lignes de management pour que eux puissent rendre les gens engagés. Et ça, on le fait en donnant vraiment, je pense que la cohérence, c'est clé, et du sens, beaucoup de sens au travail. Ouais, c'est ça. Et je reviens sur cette dimension parce que c'est vrai, effectivement, comme on passe la majorité de notre temps au travail, ce qui est quand même une réalité aujourd'hui. Donc, il y en a beaucoup qui disent, je vois plus mes collègues que ma femme ou mes enfants parfois. C'est vrai. Et ça, c'est très vrai. Et du coup, comment est-ce que tu fais pour dissocier ce côté heureux, engagé, ou te dire en tout cas, on a quand même envie que les gens ils se sentent bien au travail. Tu vois, il y a une différence aussi, je pense, entre se sentir bien au travail et offrir des conditions de travail qui sont bonnes versus rendre les gens heureux, comme tu dis. Donc, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin sur ça. La première étape, c'est d'avoir des personnes qui sont engagées et qui comprennent la vision, qui comprennent la stratégie de l'entreprise et qui comprennent vers où on va et qui ont envie d'y aller avec. Ça, pour moi, c'est clé. Si on n'a pas ça, tout le reste est inutile. Et puis après, bien sûr, derrière, il y a toute la réflexion de savoir ce qu'on met en place pour que le job au quotidien, vraiment au day-to-day, reste agréable et soit pas seulement un travail alimentaire, mais soit aussi une source d'épanouissement. Et ça, moi, je crois que un des points qui est très important aussi, c'est le développement. Il y a beaucoup de gens pour qui c'est super important de continuer à se développer. Et donc, offrir des possibilités de formation, offrir des possibilités de mobilité interne, de continuer à se développer, que ce soit, et ça aussi chez VES, on assiste beaucoup là-dessus, il n'y a pas une seule route de développement, c'est pas uniquement tu veux te développer, deviens manager. Non, ça peut être de se développer vraiment en tant qu'expert technique et donc de continuer à évoluer dans son domaine, ou ça peut être de faire une mobilité transversale et de faire un job qui est complètement différent et de sortir un peu de sa zone de confort. Donc pour moi, ça c'est clé, le développement.
Puis après, bien sûr, il y a les collègues, il y a le day-to-day, tout ce qui se passe autour. Bon, après, je pense que tu as vu notre bâtiment. Chez EVS, on aime bien d'avoir... Il est beau, je précise pour les auditeurs. Il est très beau. On a plein de choses en place qui sont réfléchies. Donc, il y a des cours de sport qui sont donnés à midi. Il y a des collègues qui vont courir ensemble. Mais de nouveau, tout est réfléchi et on veut avoir de la cohérence dans tout. Si je prends un exemple qu'on prend souvent, c'est les chèques repas. Chez EVS, on n'a pas de chèques repas. Et c'est quelque chose qui nous est régulièrement demandé. On nous dit, ce serait quand même chouette d'avoir des chèques repas, c'est intéressant financièrement, etc. Mais on veut pas mettre en place ces chèques repas. Parce que nous, ce qui est important pour nous, c'est que les collaborateurs, ils se réunissent ensemble, ils aillent manger ensemble à midi, ils mangent un repas sain, ils prennent le temps, ils mangent pas devant leur PC ou sortir vite s'acheter un sandwich à midi. Et donc, c'est important pour nous d'avoir la cantine ici avec des repas qui sont offerts et qui sont ça. Enfin, offerts. Les collaborateurs payent €1,12, c'est la contribution au chèque repas, c'est l'équivalent. Mais ça, c'est important pour nous d'avoir cette cantine où il y a de la soupe, il y a des repas sains, il y a les fruits, il y a tout ce qu'on veut. Et donc, d'office, les gens mangent ensemble, se réunissent. C'est un moment où ils vont partager avec d'autres personnes, ils vont potentiellement parler avec des collègues avec qui ils parlent pas. Et c'est la même chose pour tout, c'est la même chose pour le sport, c'est la même chose pour c'est pas bien sûr que c'est bien et c'est super d'offrir la possibilité aux gens de faire du sport à midi, mais c'est pas juste pour leur dire regardez, vous pouvez faire du sport à midi. C'est tout est réfléchi, de se dire grâce à ça va aussi créer du lien différent entre des personnes qui vont peut-être pas se croiser autrement. Donc de nouveau, ça aide à créer du lien entre les différents départements. Et ça permet aussi d'améliorer le work-life balance parce qu'il y a des gens que ça arrange de courir à midi plutôt que le soir. Donc, je pense qu'il faut vraiment être prudent il y a eu, dans les dernières années, un peu une course de la part des RH aux avantages, de vouloir donner tous les avantages et tout mettre en place. Parce que oui, on voit dans des entreprises, il y a des entreprises qui ont des choses qui sont en place et qui sont super et qui fonctionnent bien chez eux. Mais c'est pas nécessaire de juste ajouter et mettre 65 avantages différents qui font pas de sens et qui sont potentiellement pas en ligne avec les attentes des personnes qui sont au sein de l'entreprise. Et donc, ça, c'est vraiment clé de réfléchir à qu'est-ce qui fait du sens par rapport à nous, par rapport aux personnes qui sont chez nous, par rapport à la culture qu'on veut voir chez nous et de mettre ça en place. Et justement, comment est-ce que tu crées une culture qui fait sens à la fois pour les gens et à la fois pour les objectifs de croissance aussi de l'entreprise? C'est dur, hein? C'est dur, oui. C'est dur parce que la culture, ça se crée pas, en fait. La culture, elle est là, elle est présente dès le début. Et ça aussi, je pense que c'est clé de ne pas... j'ai vu des entreprises définir des valeurs et se dire, ce serait chouette qu'on ait ces valeurs-là. Et du coup, ils mettent les valeurs, ils les affichent au mur et voilà, ça y est, ils se disent tout d'un coup, ça va être la valeur de l'entreprise. Mais si la valeur, elle vit pas au quotidien, si elle fait pas déjà partie de l'entreprise et de ce qui se vit, alors ça n'a pas de sens. Donc, je crois qu'une culture, elle est là. Et puis après, il faut réfléchir à qu'est-ce qui est fondamental, qu'est-ce qu'on veut absolument garder, qu'est-ce qu'on ne va pas, sur quoi on ne va pas accepter de faire de compromis, et de réfléchir à comment après on fait en sorte qu'elle persiste dans le temps. Et donc, par exemple, nous, on a des offices partout dans le monde, donc on a plus de 25 bureaux dans toutes les régions du monde. Clairement, on a une base commune de culture, on sait c'est quoi notre ADN, on sait ce sur quoi on ne va pas faire de compromis. Mais oui, après, entre les régions et entre les offices, il va y avoir des cultures différentes, il va y avoir des différenciations légères, mais qui sont OK et qui sont acceptables. Pareil entre les départements. Je pense que ce qui est important, c'est de communiquer là-dessus. Donc, par exemple, quand on a fait une acquisition en 2020, on a fait l'acquisition d'une entreprise qui s'appelait Axon aux Pays-Bas. Et on a profité de cette acquisition-là pour faire une enquête sur la culture. J'aime bien les data, on fait repartir là-dedans. Donc, on a envoyé une enquête à tous nos employés en leur demandant de se situer par rapport à différents axes de la culture pour comprendre quelle était la culture en place chez EVS. Et donc, on a vu des grandes tendances se découler. On a réussi à comprendre quelle était notre culture. Et si je prends par exemple la ponctualité, on voit que globalement chez EVS, dans la culture, on est ponctuel. Ça fait partie de qui on est chez EVS. Par contre, on voit que oui, il y a des légères différences entre, je sais plus les pays, mais peut-être qu'entre la Chine et les États-Unis, il y a des différences. Ou bien entre la Chine et l'Espagne, peut-être qu'en Espagne, ils vont être un peu moins à l'heure et en Chine, ils vont être 10h, c'est 10h et c'est pas 10h01. Et c'est pas grave, c'est OK. Mais par contre, le fait de le savoir, parce qu'après, on a fait toute cette analyse-là et puis on a communiqué aux gens et on a fait ce qu'on appelle un culture book. Et donc, ce qu'on a dit aux gens, c'est voilà ce que c'est notre culture chez EVS, voilà ce sur quoi on fait pas de compromis, voilà notre ADN. Mais par contre, oui, peut-être que sachez que si vous êtes
plutôt ponctuel et que pour vous 10 heures c'est 10 heures, mais que si vous discutez avec un collègue qui arrive à 10h01, c'est peut-être pas parce qu'il a envie de vous ennuyer, c'est peut-être juste que lui dans sa culture 10h01 c'est 10 heures et c'est la même chose. Et donc c'est là où il faut arriver à trouver la bonne balance, et ça c'est pas facile, entre qu'est-ce qui est commun et ce sur quoi on accepte des compromis. Et puis après, si on veut vraiment faire persister la culture, ce qui pour moi est clé, il faut être super prudent dans le recrutement, engager des personnes qui sont en ligne avec cette culture, engager des personnes qui vont partager cette culture dès le début. Donc nous on fait des screenings au niveau RH sur chaque candidat est vu par des personnes du département RH, justement pour s'assurer de savoir si c'est des personnes qui vont fitter avec EVS. Pour moi, c'est pas un échec des personnes qu'on n'engage pas, c'est juste et c'est tant mieux pour eux, tant mieux pour nous, personne ne perd son temps inutilement, c'est juste dire à la personne, voilà, en fait, d'un point de vue culturel, vous ne serez pas bien chez EVS, vous serez mieux dans une autre entreprise, et pareil pour nous, il va y avoir des frictions, ça n'a pas de sens. Et donc ça, c'est clé, les personnes qu'on engage, de se poser la question, est-ce qu'elles sont en ligne avec la culture? Et puis de continuer à travailler là-dessus, notamment avec le management. Donc ça, c'est aussi super important d'avoir de faire des sessions de formation, de développement, etc. avec les managers sur qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas, comment est-ce qu'on garde cette culture. Et justement, tu dis comment est-ce qu'on garde cette culture. Elle vit, moi je suis d'accord, hein, et souvent t'as le fondateur, t'as toujours un fondateur d'une entreprise à un moment donné qui lui avait aussi envie d'avoir certaines valeurs et une certaine culture dans l'entreprise. Mais toi qui es là depuis plus de 10 ans, est-ce qu'elle a évolué quand même cette culture avec les gens qui font partie d'EVS, avec les différents membres ou au comité de direction, etc. Enfin, est-ce que tu as vu que ça a évolué, ou est-ce que le socle de base, il est quand même hyper solide? Le socle de base est vraiment solide. Donc, bien sûr, on voit les évolutions. On voit, en plus, on grandit énormément, on fait des acquisitions. Donc, clairement, il y a des petites nuances qui amènent, qui arrivent et qui amènent d'autres choses. Mais le socle de base, chez EVS, on est Customer Intimacy, donc on sait que notre raison d'être, c'est de répondre aux attentes du client, répondre au mieux à ses besoins. Et ça, ça a toujours été, c'est toujours le cas, et ça restera le cas, parce que justement, on le sait et on est super conscient de ça, et c'est important pour nous. Et notamment dans la stratégie RH qu'on met en place, on le fait sur base de ça. Il y a plein d'entreprises qui ont des stratégies RH que je trouve top, mais que je copierais pas pour autant parce qu'elles font pas de sens chez EVS. C'est ça. Voilà, je pense que Ikea, leur stratégie RH, elle est géniale. Mais eux, je crois pas que ce soit Customer Intimacy, leur ADN et leur culture. Et donc, si moi, demain, j'arrive et que je copie et que je dis, chez Ikea, ils ont tels avantages, ils mettent ça en place, ils font ça, on va faire la même chose. Chez EVS, ça fera pas de sens. Et ça risque de détricoter la culture. Et donc, là, on en revient à la cohérence de vraiment, qu'est-ce qui est important par rapport à nous, par rapport à qui on est, par rapport à qui on veut être. Pour toi, pour avoir une culture d'entreprise qui fait sens, il faut que toutes les initiatives qui soient mises autour pour que les gens se sentent bien soient toujours en cohérence avec l'ADN de l'entreprise. C'est un peu le b.a.-ba, on va dire, de la culture d'entreprise. Oui. Et parfois, on est pénible parce que les gens ont l'impression qu'on se prend la tête pour des détails, on réfléchit la moindre petite communication, la moindre chose, on va y réfléchir longtemps. Et ça, je suis consciente que ça peut paraître des détails, mais en fait, c'est justement parce qu'on est super prudent par rapport à ça, de se dire, voilà, en fait, ça c'est la culture chez EVS. Et alors, mon manager, Pierre, il dit régulièrement que la culture, elle se définit par le pire comportement qu'on accepte en entreprise. Et je trouve que c'est pas faux. Et c'est là où on est aussi très prudent sur, voilà, à un moment, si on accepte ça, ça veut dire que ça fait partie de notre culture. Et donc, est-ce qu'on est prêt à l'accepter, oui ou non? Et très souvent, alors, on en revient à ça, et ça nous permet aussi de se poser les bonnes questions. Ouais, c'est hyper intéressant, cette vision de, le pire comportement qu'on accepte dans la société. Est-ce que ça permet de définir un petit peu les limites de cette culture aussi? Oui, et j'essaye d'avoir la même vision au travail que chez moi avec mes enfants. Et donc, je pense qu'il faut énormément de liberté et d'autonomie, mais ce n'est possible que dans un cadre. Ouais. Si demain on enlève le cadre, ça devient le chaos. Et donc, nous, on a la chance chez EVS que ce cadre il soit bien défini. Donc, du coup, une fois que le cadre est bien défini, alors oui, on peut laisser énormément d'autonomie aux personnes. C'est hyper intéressant parce que
Franchement, là, il y a quand même quelques invités qui sont passés au micro du podcast et c'est toujours une question qui revient, cet équilibre entre cadre et autonomie qui est parfois très très compliqué à trouver. J'ai l'impression que vous l'avez trouvé ici chez EVS et ça fait plaisir à entendre. Après, tu vas me dire forcément, il y a toujours des ajustements à faire, bien sûr, mais oui. C'est ça. En fait, après, c'est un travail de tous les jours de le garder, ouais. Parce que l'équilibre, il change. Ouais, c'est ça. Il peut être fragile, il peut être très fragile aussi. Oui. Pour résumer ça, on pourrait dire un cadre avec un socle qui est solide, avec une ADN et une vision qui est claire et dans laquelle les gens peuvent exister en autonomie et avec plus de responsabilités. Oui, tout à fait. Comme ça, j'ai bien résumé? Parfaitement bien. C'est bien. Écoute, on arrive presque à la fin de cet épisode. Donc, moi, j'ai une dernière petite question pour toi qui est la question signature du podcast. Je sais qu'elle est pas facile, donc tu peux un petit peu la réorienter si tu veux. Il y a pas de souci. On change aujourd'hui, le monde il est en mouvement. On a plein de changements et de challenges, que ça soit environnementaux, que ça soit sociétaux. Et aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. Et surtout, la jeune génération se dit, le monde du travail de demain, à quoi est-ce qu'il va ressembler? Et donc, j'avais envie de te demander à toi, pour toi, le travail de demain, il va ressembler à quoi ou il doit ressembler à quoi? Oui, je pense que c'est plus facile de répondre il doit ressembler à quoi que à quoi il va ressembler. Ouais. Vu le monde actuel et les évolutions et les changements permanents, c'est vraiment compliqué de savoir vers quoi on va. Mais ce qui est sûr, c'est que j'aimerais que ça évolue vers et ça va faire cliché, on va penser que je fais la pub de VS, mais je pense que si toutes les entreprises pouvaient, comme EVS, avoir un vrai sens et pouvoir communiquer ce sens aux employés et que donc vraiment, ça, pour moi, ça c'est crucial d'arriver à savoir pour quelles raisons on se lève tous les matins, pourquoi on va au travail. Et puis pour moi, il y a quelque chose qui est clé surtout dans le monde actuel et vers là où on va. J'aimerais que chaque entreprise prenne conscience de sa responsabilité aussi sociétale et environnementale, etc. De se dire, voilà, en tant qu'entreprise, on a un poids certain. Et donc ça, pour moi, si je devais définir le monde du travail idéal de demain, je dirais que chaque entreprise se rende compte de cette responsabilité-là et mette en œuvre ce qui fait du sens de nouveau au sein de cette entreprise pour aller vers j'ai envie de dire un monde meilleur, même si on sait que voilà, on sait pas vers où on va, mais je pense que si c'est vraiment les entreprises ne doivent pas oublier qu'elles ont un rôle énorme à jouer là-dedans. Ouais. On a beaucoup parlé de sens pendant cet épisode, alors j'avais envie de revenir un petit peu concrètement. Comment on fait pour donner du sens au travail pour les gens et pour qu'ils aient envie justement de se lever tous les matins? Je sais pas si tu as un petit exemple ou un truc un peu concret que tu peux partager par rapport à ce que vous faites chez EVS. Oui, ce qui est compliqué, c'est d'essayer chaque fois de ramener, de donner beaucoup de visibilité sur la finalité du travail, en fait. Parce que je pense que la façon dont les entreprises, forcément, maintenant, il y a des lignes de hiérarchie très élevées. Parfois, on est parfois très loin du produit final. Et donc, je pense que nos équipes en R&D, par exemple, qui développent, parfois, elles développent une partie de la solution. Elle ne voit jamais le client, elle ne voit jamais le produit vraiment en train d'être utilisé. Et ça, c'est là où on peut perdre du sens parce qu'en fait, on se dit, oui, finalement, moi, je développe ce petit truc-là, mais je me rends pas compte de la finalité. Et donc, je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à communiquer, à rendre très visible le travail de chacun, à emmener les gens. Nous, on essaye d'avoir des équipes de R&D qui vont chez les clients, qui vont voir sur certains événements, d'utiliser toutes ces possibilités-là de communication et de rendre visible le travail de chacun aussi. Parce qu'il y a, et surtout dans certains métiers, si je pense à nos équipes support, parce que j'ai fait récemment une mission dans ce département, mais si je pense à nos équipes support, je sais que eux, c'est un job qui est difficile. En fait, on est juste là pour écouter ce qui ne va pas et écouter les problématiques des clients et se dire, oui, en fait, chaque fois qu'on m'appelle, c'est qu'il y a un problème. Et donc, si derrière, on n'arrive pas à leur donner la vue de dire, oui, en fait, on vous a appelé pour tous ces problèmes-là, mais regardez tout ce qu'on a résolu, ou bien regardez au final, c'est tout simple, mais à merci d'un client qu'on reçoit, transférez-le aux équipes, montrez-le aux équipes derrière que le client a dit merci et qu'on a cette reconnaissance-là. Donc ça, la reconnaissance, je pense que c'est vraiment important aussi. Ouais, reconnaissance. Et j'aime bien cette idée de finalité dont tu parlais. Je ne sais plus où j'ai lu ça, quelque part dans les milliards de bouquins que j'ai lus, et je trouvais ça très intéressant et ça rejoint vraiment ce que tu viens de dire. C'était un dirigeant d'entreprise qui disait, en fait, les gens qui sont à l'usine, qui produisent les pièces pour une voiture, ils produisent juste une pièce. Ils sont en train d'enchaîner. Et en fait, si tu leur montres
montres la voiture, si tu leur montres le résultat final, alors là, il y a beaucoup plus de sens pour eux. Et donc, ils le voient. Je crois que d'ailleurs, ça vient d'une histoire que je ne sais plus non plus. J'essaierai de retrouver pour les auditeurs pour leur mettre la référence. C'est cette histoire de la fameuse cathédrale. Donc, si tu as quelqu'un qui apporte une pierre et qui se dit juste, en fait, je suis en train d'embriquer des pierres, ou que tu lui dis, en fait, non, c'est pour construire la cathédrale, c'est pour construire l'édifice. Je sais plus l'auteur qui avait inventé ça, mais c'est vraiment cette idée, en fait, de montrer aux gens la finalité de ce à quoi ils contribuent. Oui. Même si c'est pas leur finalité dans leur day-to-day, mais c'est se dire, tiens, en fait, vous contribuez à quelque chose de plus grand que vous. Clairement. Et après, chez EVS, on a beaucoup de chance parce que c'est vrai que quand on voit les événements à la télé et quand on regarde, finalement, on peut vite se rendre compte de se dire, oui, en fait, ça, au-delà de voir le produit, on voit même la finalité derrière, on voit les émotions que ça crée, on voit... Et donc, ça, évidemment, c'est super gai et ça aide à donner beaucoup de sens parce que à partir du moment où on voit ça vraiment, parce qu'au-delà de voir le produit fini, moi je crois que ce qui est encore mieux, c'est de voir le sourire du client quand il vient chercher sa voiture ou quand il va, voilà, ça je pense que c'est encore l'étape supplémentaire qui permet d'amener encore plus de sens. Oui, c'est vrai, de toujours bien reconnecter finalement le client avec toutes les personnes qui font partie de la satisfaction de ce client, même s'ils n'ont pas un contact direct, mais c'est de pouvoir dire, voilà, il y a eu un merci, les gens sont contents, etc., quoi. Ouais. C'est hyper intéressant. Merci beaucoup pour ce partage. J'espère que ça va inspirer plein de personnes, plein d'auditeurs. J'espère aussi. Plein d'entreprises, on espère. Dernière petite question pour toi. Est-ce qu'il y a un point de contact où on peut te retrouver ou en savoir plus sur EVS? Oui, le plus facile, c'est LinkedIn. Okay. On est très actifs sur LinkedIn au niveau d'EVS. Donc, je mettrai ça en description de cet épisode pour nos auditeurs. Dounia, merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup pour ton partage. Moi, j'ai adoré cet épisode. On aurait bien continué un petit peu, mais voilà, on fait des épisodes courts ici, donc. Pas de souci. Merci à toi. En tout cas. Et puis pour vous, nos auditeurs, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Nous voilà à la fin de cet épisode. Déjà, merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note, un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou un petit partage sur les réseaux. Ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître le podcast. Pour échanger, proposer vos idées, partager vos expériences, on se retrouve sur les réseaux via le compte MyEcoDesign. Et puis, si vous en avez marre de bosser en apnée, alors on se rejoint sur la plateforme Breathe. Je vous mets tous les liens en description de cet épisode. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.